Donc, je voulais d'abord remercier Camille qui m'a sollicité, m'a invité à venir ici pour partager cette journée avec vous tous, ainsi que David et Bénédicte que j'ai rencontrés hier soir, et plus largement le comité d'organisation de cette journée. Et justement, hier soir, lorsqu'on est allé dîner, j'ai découvert un monde dont je connaissais évidemment l'existence, mais dont je ne supposais pas les liens qui pouvaient exister entre les diverses associations et mouvements. Et donc, c'est d'autant plus intéressant en ce qui me concerne, parce que moi, de par ma fonction, je passe beaucoup de temps derrière mon ordinateur et à potasser mes rapports, mais j'ai une perception de l'immigration qui est certainement assez différente de la vôtre, et c'est pour ça que ça m'intéresse de vous rencontrer aujourd'hui. J'espère qu'après cette présentation et plus largement dans la journée, on aura l'occasion d'échanger. Alors, je vais peut-être juste me présenter très rapidement pour vous expliquer mon intérêt pour les questions migratoires. Alors, ça remonte à quelques temps déjà. J'ai effectué ma thèse de doctorat en Grande-Bretagne et elle portait sur les politiques d'immigration comparées en France et en Grande-Bretagne sur la période 70-80. Puis par la suite, j'ai été recrutée donc, dans un département d'études anglophones et j'ai redirigé mes recherches sur le cas britannique uniquement, en me penchant par exemple sur l'impact des politiques d'immigration et d'asile sur les droits fondamentaux, l'accès souvent difficile à la citoyenneté, mais également j'ai pu, dans certains articles, étudier des populations plus particulières, comme les femmes dans les centres de rétention administrative, ou plus récemment la communauté nigériane qui habite dans le Grand Londres. Alors ce qui m'interpelle lorsque je fais des recherches, c'est d'essayer de comprendre le cheminement de la décision politique, c'est-à-dire comment un ensemble de mesures politiques qui est prise par un gouvernement va se transformer en une norme législative ou réglementaire, comment ces normes peuvent être analysées sous l'angle des contraintes qui pèsent sur toutes les politiques publiques, mais également quelles sont les adéquations entre les objectifs affichés et la mise en pratique de ces mesures. Quels sont également les contre-pouvoirs qui peuvent influer sur la politique d'un gouvernement, et je pense notamment, pour le cas britannique, au rôle des commissions parlementaires, des organisations non gouvernementales, des organes de contrôle comme l'inspection générale des lieux de privation de liberté qui produit régulièrement des rapports, et puis aussi le rôle des associations de terrain qui au jour le jour œuvrent pour défendre et soutenir la cause des migrants. Donc aujourd'hui, mon propos, je voulais dans un premier temps peut-être assez rapidement vous rappeler, vous donner peut-être un petit cadre historique, juste quelques dates pour vous montrer comment la politique d'immigration a évolué, et puis ensuite, dans un second temps, vous présenter les grandes lignes de cette politique en soulignant certaines des spécificités qui ont été mises en place par les gouvernements successifs au cours, je dirais, des dernières 20-25 dernières années. Alors, la technologie, ça marche. Alors, donc, la Grande-Bretagne est un pays de migration depuis plusieurs siècles, avec une forte émigration tournée vers son empire colonial, jusque dans les années 50 à peu près. Et puis quelques vagues d'immigration au début, entre la fin du 19e et début 20e, un pic dans les années 30, et puis après la Seconde Guerre mondiale, plusieurs vagues migratoires qui vont transformer durablement la composition de sa société en faisant émerger des questionnements de cohésion sociale, notamment. C'est un pays dont certains rêvent d'une immigration zéro, ce qui explique entre autres que vous avez un grand nombre d'hommes politiques qui sont complètement obsédés par les statistiques, ce qui révèle souvent une inculture en la matière. Il y a aussi cette idée diffuse selon laquelle le pays ferait face à une crise migratoire permanente, une notion qui est très savamment entretenue par la presse populaire, qui a un poids non négligeable outre-Manche.
Et ça va entraîner une surenchère législative et réglementaire dont je vais vous parler, qui tend à gommer la spécificité du droit d'asile, notamment. Donc ça, ce sont certaines des caractéristiques très rapidement. Alors, quelques dates. Donc, au lendemain de la guerre, donc en 1945-46, en vue de la reconstruction du pays et en vertu d'une législation qui permettait à environ 800 millions de personnes du Commonwealth de séjourner en Grande-Bretagne sans contrôle aucun, vous allez avoir plusieurs personnes qui proviennent notamment de la Caraïbe et du sous-continent indien qui arrivent et qui s'installent pour travailler et qui trouvent facilement du travail. 61, un premier texte qui va commencer à réguler cette entrée, ce séjour de migrants du Commonwealth. Et puis il y a un deuxième texte, 6 ans plus tard, en 68, qui est beaucoup plus restrictif et plus ouvertement raciste, parce qu'il permet de trier les migrants selon qu'ils ont dans leurs ancêtres un grand-parent qui est né en Grande-Bretagne. Et cette logique identitaire va perdurer à travers divers textes votés par la suite. 71, les conservateurs retournent au pouvoir et ils votent un texte qui leur permet d'affirmer que les frontières britanniques sont définitivement fermées à toute immigration économique, tout en permettant bien sûr le regroupement familial et l'admission de certaines populations au cas par cas. Et c'est aussi le moment où la Grande-Bretagne rentre dans la communauté économique européenne, ce qui va être mal vécu par une partie de la population, notamment les conservateurs, qui sont attachés à cet empire qui est en train de pratiquement désagréger et qui ne comprennent pas que d'un côté on ferme les portes à ces personnes-là et de l'autre on permette à des Européens de venir s'installer en Grande-Bretagne. Et ce socle-là, on va le retrouver, ces idées-là, on va les retrouver un peu plus tard au moment du débat pour le Brexit. Donc, le nombre de demandeurs d'asile pendant la période 71-80-90 est assez bas, ainsi que le nombre de réfugiés auxquels on accorde ce statut, des Iraniens qui sont victimes du conflit Iran-Irak, par exemple, des Tamils, il y a un conflit au Sri Lanka, une guerre civile, des Kurdes. Et ce sont aussi, donc, ces décennies, donc 70-90, c'est le moment où les premières pratiques de détention et de renvoi, notamment pour les Tamils, commencent à se développer, mais le solde migratoire reste négatif, preuve s'il en est de l'efficacité du texte de 71. 90-97, alors la dernière décennie du XXe siècle, vous le savez, est marquée par des conflits importants, des événements géopolitiques majeurs comme la guerre dans l'ex-Yougoslavie, chute du mur de Berlin, effondrement de l'Union soviétique, ce qui a pour conséquence l'ouverture des frontières. Et ça aura un impact pour la Grande-Bretagne. Et c'est le moment où le gouvernement conservateur de l'époque, c'est John Major qui est Premier ministre, prend conscience que leur législation en matière de contrôle migratoire est inadaptée à cette réalité qui est en train d'évoluer plus rapidement qu'ils ne le pensent et qu'en matière de droit d'asile, leur législation est pratiquement inexistante. En 1997, les travaillistes reviennent au pouvoir et ils vont faire face à une hausse très importante du nombre de demandes d'asile, environ 80 000 pour la seule année 2001, et ils vont légiférer à tour de bras pour faire face à cette situation. J'en reparlerai tout à l'heure. Ils vont également mettre en place un système de visa à points parce qu'ils sont désireux d'attirer une main-d'œuvre qualifiée ou pas qualifiée pour dynamiser l'économie britannique. Ils croient en la force de l'économie britannique pour lutter contre la mondialisation. Et donc, ils vont mettre en place ce système de visa qui va servir des secteurs notamment comme l'agriculture, mais également la restauration, l'hôtellerie, les services à la personne, l'industrie agroalimentaire. Durant ces années-là, on a également l'élargissement de l'Union européenne qui va avoir ça va avoir une conséquence inattendue pour le Royaume-Uni, en ce sens que le gouvernement travailliste pensait à l'époque qu'il y aurait environ entre 5 et 13 000 personnes par an qui profiteraient
de la liberté de circulation et d'insertion, en réalité, elles furent 68 000 en 2005 et 103 000 en 2007. Donc là, il y a eu un calcul erroné de leur part. Et la communauté polonaise, vous le savez peut-être, est actuellement estimée là-bas à environ 910 000 personnes. C'est presque la première communauté devant les Indiens. Les conservateurs reviennent au pouvoir en 2010, d'abord avec les libéraux démocrates, et puis ensuite seuls à partir de 2015. Et leur politique va être marquée par de fortes restrictions budgétaires et surtout une obsession pour les chiffres. Ils veulent réduire à quelques dizaines de milliers par an les arrivées, ce qu'ils ne vont jamais arriver à atteindre. Voilà, alors je voulais juste vous montrer quelques diapos par rapport à cette évolution de l'immigration. Alors le premier chiffre, c'est 91. Les recensements en Grande-Bretagne ont lieu tous les 10 ans, donc le prochain 2021. Mais ça vous montre les arrivées donc, entre 91 et 2011. Donc ça a pratiquement doublé, entre un peu plus de 300 000. Et là, on est à peu près 600 000. Ça, c'est le premier graphique. Le deuxième, qui est peut-être un peu plus parlant, qui vous indique la composition de la population immigrée. Alors, ce qu'on entend par population immigrée dans les statistiques au Royaume-Uni, c'est les personnes qui ne sont pas nées en Grande-Bretagne. Donc, en 91, 7,2%. On est passé en 2001 à 13,4%. Donc, on est passé presque au double. Londres étant une ville à part, puisqu'elle a toujours eu une plus grande part de population immigrée. Et à Londres, on est presque à 40%, parce que ça, c'est des chiffres de 2011. Donc, on va voir l'année prochaine. Voilà. Et donc, pour la population totale, vous voyez, 65 millions d'habitants, 86% nés en Grande-Bretagne, 14% nés à l'étranger. Et quand je vous parlais de l'obsession pour les chiffres et de l'obsession pour les statistiques en Grande-Bretagne, vous avez certainement entendu parler de Nigel Farage, le leader de UKIP, qui fait campagne sur ça, soutenu notamment par cette presse populaire qui peut faire avoir des titres à la une particulièrement virulents. Alors, donc la Grande-Bretagne est devenue un pays d'immigration malgré elle. Est-ce à dire qu'il est facile de migrer au Royaume-Uni? Certainement pas. Alors, je vais d'abord vous parler de ceux qui souhaitent venir en Grande-Bretagne dans le cadre du regroupement familial pour leurs études ou parce qu'ils ont une offre d'emploi. Puis ensuite, j'aborderai le droit d'asile. Alors, le système actuel est celui qui a été pensé, dessiné par les travaillistes et qui ensuite a été très peu modifié par les conservateurs. Donc, il date du début des années 2000. Et les caractéristiques de ce système permettent de dessiner en creux les stratégies politiques qui ont été mises en place par les gouvernements successifs. Alors, tout d'abord, c'est un système qui est volontairement complexe, qui résulte de ce que j'appelle un millefeuille normatif, parce que vous avez donc ce texte de 71 dont je vous parlais, celui qui ferme les frontières à toute immigration économique, qui a été modifié pas moins de 16 fois depuis. Donc tous ces textes sont en vigueur et s'enchevêtrent. Et à ça, il faut ajouter les textes réglementaires. Donc vous aboutissez à un système très très complexe, et c'est pour ça, et ça n'est pas une anecdote, que vous avez un grand nombre d'agences qui prennent en charge tous les dossiers pour demander un visa, moyennant des finances souvent substantielles, ce qui évidemment est discriminant, parce que si on n'a pas les moyens, on ne peut pas se payer ce genre de service. Le système est complexe, volontairement toujours plus restrictif, avec des conditions qui sont assez similaires à celles que l'on peut avoir en France. Bon, les conditions de ressources, de logement, les conditions liées au niveau de langue, la promesse de ne pas demander d'aide sociale, par exemple. Et puis donc vous avez un système de visa avec des catégories. Donc il y a 4 catégories de visa, puis des sous-catégories. Enfin voilà, c'est vraiment compliqué. J'ai mis le petit entre parenthèses parce qu'il y avait 5
catégories. Il y avait une catégorie pour les travailleurs non qualifiés. Ça, les conservateurs, pour l'instant, ont suspendu cette catégorie de visa parce qu'ils ne veulent pas de travailleurs non qualifiés. Donc ça, c'est la première caractéristique. La deuxième, c'est un système qui a introduit des contrôles diffus et parfois permanents grâce à l'utilisation de technologies très très sophistiquées qui permettent l'enregistrement des données personnelles. Alors au départ, il y a un texte de 2002 qui a permis l'utilisation de la biométrie dans les aéroports britanniques. Au tout début, on est dans l'après-2001, l'après-septembre 2001. L'utilisation de la biométrie avait été prévue dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Mais rapidement, ces mesures ont été aussi appliquées au contrôle migratoire et à certaines catégories d'étrangers et aux demandeurs d'asile en particulier. Donc vous avez sûrement entendu parler du fait que la Grande-Bretagne a un très grand nombre de caméras de surveillance dans les villes notamment. Il y a des scanners optiques, il y a les détecteurs de chaleur dans les ports comme à Calais par exemple. L'usage possible du bracelet électronique pour les demandeurs d'asile à la place de la détention. Et puis, ces cartes-là, qui sont des cartes prépayées, qui sont données aux demandeurs d'asile en attente d'une décision. Lorsqu'ils ont fait leur demande, ils ont droit à une aide sociale de l'État. Donc on leur donne cette carte qui, chaque semaine, il y a un versement sur cette carte, sauf que cette carte permet au ministère de l'Intérieur de savoir exactement où ils se trouvent sur le territoire. Et également, même s'ils s'en défendent, de savoir ce qu'ils achètent. Bon. Voilà. Donc c'est pour vous dire que la biométrie et l'utilisation de ces techniques de surveillance, l'idée c'est de saisir cet étranger qui doit être insaisissable et qui va s'échapper à tout moment. Cette politique, elle est inscrite également dans un contexte d'austérité budgétaire depuis 2010 et il s'agit donc de réaliser des économies qui ont été faites sur le dos des migrants. Il y a eu des coupes sombres dans les budgets de tous les ministères. Par exemple, je vais vous donner juste deux exemples. L'aide juridictionnelle qui existe depuis 1949 et qui dépend du budget du ministère de la Justice permet aux migrants de bénéficier de l'assistance d'un avocat pour plaider leur dossier, notamment après le refus de la prolongation d'un titre de séjour. Ce budget a été amputé d'environ 300 millions de livres pendant la période 2012-2015. Depuis, il a été un tout petit peu augmenté, mais il reste bas par rapport à ce qui existait auparavant. Les associations ont vu leurs fonds sévèrement réduits. Il y avait une très grosse association qui s'appelait Refugee Migrant Justice, qui offrait une assistance juridique aux demandeurs d'asile et qui a dû fermer en 2010, ce qui a créé d'énormes difficultés pour environ 9000 migrants qui à ce moment-là avaient leur dossier traité par cette association. Alors les dossiers ont été transférés à d'autres associations, mais on sait que certains dossiers ont été perdus avec des pièces à conviction qui étaient fondamentales. C'est une association qui, pour vous dire, depuis 1992 avait traité environ 110 000 dossiers, donc vraiment une très grosse association du secteur. Alors, réaliser des économies, c'est aussi faire la chasse à tous ceux que l'on pense qu'ils profitent du système. Et là, je vous ai mis un titre d'une première page du Sun, qui est un tabloïd, un journal très, très populaire. J'ai traduit, parce que c'est peut-être un petit peu petit, mais en gros, c'est le genre de titre très virulent contre les étrangers qui profitent du système, et le système de protection sanitaire et sociale va s'effondrer parce que ces personnes-là l'utilisent. C'est un peu ce que l'on entend, ce que l'on peut lire dans ces journaux. Alors, il faut réaliser des économies, mais il faut également trouver des ressources. Et donc, le ministère de l'Intérieur a fait de l'augmentation de ses ressources le fer de lance de sa politique de contrôle migratoire, ce qui va créer des discriminations. Par exemple, pour renouveler un titre de séjour, ça coûte en moyenne 2300 €.
ça a augmenté de 238% en 5 ans. Donc c'est absolument énorme. Dans le cadre du regroupement familial, si on postule de l'étranger, il faut débourser environ 1 700 € par membre de la famille. Alors il y a un petit forfait s'il y a 2 enfants ensemble, mais enfin ça reste quand même des sommes très très conséquentes. Depuis avril 2015, il y a une taxe supplémentaire qui est demandée aux personnes qui veulent rentrer en Angleterre avec un court visa de 6 mois au moins. Ils doivent payer 450 €, ce qu'on appelle la surcharge, la surtaxe pour le NHS, pour avoir accès au système de soins. Voilà. Et il semblerait donc que depuis 2010, ces augmentations aient généré des recettes d'un montant de 800 millions de livres. Vous voyez, c'est très lucratif. Voilà, donc ça c'était pour les étrangers de droit commun. Si on regarde maintenant la situation des demandeurs d'asile, après le pic de demande du début des années 2000, il y a eu une cristallisation des débats autour de l'idée que les taux doivent être viables, doivent être responsables, et les hommes politiques se présentent en hommes politiques responsables qui pensent au futur, et le pays serait menacé par toutes ces personnes qui viennent l'envahir. Et il y a très souvent un amalgame entre les différentes catégories d'étrangers, ce qui entraîne une absence de spécificité du droit d'asile, qui n'est bien souvent pas considéré comme un droit. Et ça entretient cette idée selon laquelle le pays traverserait une crise migratoire permanente, serait dans une situation d'impasse, ce qui a poussé les divers gouvernements à se montrer toujours plus inventifs dans le durcissement des normes. Alors, vous avez l'évolution du nombre de demandes d'asile entre 2001 et 2016, avec ce pic dont je vous parlais au tout début des années 2000, et puis ça a chuté brutalement, et ça se maintient pour les 5 dernières années entre 25 et 32 000, 33 000 à peu près par an. Alors, comment expliquer cette baisse? 2 stratégies principales. L'usage de la détention, d'une part, et puis ce qui a été appelé la stratégie de l'environnement sociétal hostile. Alors, concernant la détention, elle a été prévue au départ par ce texte de 1970, qui au départ permettait aux agents de l'immigration d'emprisonner quelqu'un qui n'avait pas les documents d'identité nécessaires, mais c'était une possibilité, ça n'était pas une obligation. Il y avait donc là un pouvoir discrétionnaire de cet agent qui pouvait décider ou pas d'emprisonner quelqu'un. Et en tous les cas, elle devait être très brève, quelques heures, quelques jours au plus, et avant le renvoi vers le pays d'origine. Et donc, effectivement, elle a été utilisée de façon très, très parcimonieuse au départ. Les chiffres en attestent. Vous voyez, 95 pour la seule année 73, c'est l'année d'entrée en vigueur de ce texte. Puis c'est allé un petit peu croissant. Et au milieu des années 80, l'argument principal pour justifier la détention, c'est qu'on va empêcher ces personnes-là de se volatiliser sur le territoire britannique, sachant qu'il n'y a pas à ce moment-là de contrôle d'identité possible. On reconvertit à la hâte des bases aériennes de la Royal Air Force. On va même utiliser des centres pour jeunes délinquants. On va même utiliser un ferry qui a servi pendant quelques mois comme centre de rétention. Donc lorsque Blair arrive au pouvoir, vous voyez, il se trouve face à cette hausse très très importante du nombre d'asiles, du nombre de demandeurs. Une loi de 2002 permet d'incorporer la convention de 51, et cette loi de 2002 surtout entérine l'existence des centres de rétention administrative. Alors, il y a 2 procédures principales pour permettre ce traitement rapide des demandes à l'époque. Une première qui s'appelle
de fast track, c'est le circuit rapide. C'est-à-dire que la personne dont on pense qu'elle provient d'un pays réputé sûr est systématiquement incarcérée. Son dossier est traité dans des délais très brefs, 10-12 jours, et les délais d'appel sont de 3-4 jours maximum. Le taux de refus était de 98 à 99%. Donc c'était extrêmement efficace. Alors je dis été parce que la procédure a été suspendue en 2015, donc pendant 15 ans, grâce à l'action notamment de nombreuses associations qui ont porté devant les tribunaux britanniques toutes les violations qui ont pu être faites quand ces demandes étaient examinées de cette façon-là. Le gouvernement récemment a essayé de la réintroduire en demandant à ce qu'au moment de l'appel, il y ait un délai maximum de 25 jours pour les demandeurs déboutés pour soumettre leur demande. Heureusement, ça a été rejeté. Mais j'insiste, elle n'est que suspendue. Ça veut dire qu'elle peut réapparaître. Il y a une autre procédure qui est ce qu'on appelle la procédure d'appel non suspensive à sortie de la détention. Pour les étrangers à nouveau qui proviennent d'un pays sûr et dont la demande est refusée, ils ne peuvent pas faire appel du Royaume-Uni, ils doivent repartir dans leur pays. Et donc, avant leur départ, on les incarcère afin de s'assurer qu'elles vont bien être renvoyées. En 2018, 70% des personnes qui étaient dans le cadre de cette procédure provenaient de 3 pays majoritairement, l'Albanie, l'Inde et le Nigeria. Alors le Nigeria, un pays sûr, j'ai quand même quelques doutes. Donc depuis les années 2000, vraiment la détention, c'est vraiment un outil de régulation du droit d'asile. Vous le savez peut-être, sûrement, la Grande-Bretagne a un très grand réseau de centres de rétention, 9-10 centres, plusieurs petits centres. Il y a un centre près de Gatwick pour les familles, et puis des pièces dans les ports, dans les aéroports, dans les commissariats de police et dans les prisons, pour des détentions de quelques heures. Donc à tout moment, la Grande-Bretagne peut incarcérer environ 3200 personnes. Et les places sont presque en permanence occupées, en fait. Ce qui fait que le nombre de personnes en détention, c'est environ 25 000 personnes chaque année. Et c'est jamais vraiment descendu en deçà de ces 25 000. Donc vous avez un petit pic en 2015, au moment où les conservateurs sont au pouvoir, mais vous voyez, c'est quand même assez constant. Donc ça, c'est pour le nombre. Il y a des statistiques aussi, je ne sais pas si c'est très lisible, il y a deux courbes bleu clair, ceux qui sont hors Union européenne, les détenus hors Union européenne, et en bleu foncé, ceux de l'Union européenne. Il y en a quand même quelques-uns, environ 5 000 par an, qui sont incarcérés. Ce sont souvent des gens qui ont commis des délits de droit commun. Alors c'est un chiffre qui est en baisse, non pas que les gouvernements soient plus bienveillants, mais d'une part il y a la suspension de cette procédure dont je vous parlais tout à l'heure, le circuit rapide, donc cette suspension a entraîné une baisse de l'incarcération de certains demandeurs d'asile. On a renforcé également le système des cautions pour les migrants incarcérés, c'est-à-dire que c'est entré en vigueur en 2018. Les personnes qui sont incarcérées depuis au moins 4 mois ont le droit d'obtenir automatiquement une audience devant un juge pour demander leur libération sous caution. Et ça implique que le migrant est un garant qui va s'engager devant le tribunal. Alors il n'y a pas de somme requise, elle est proportionnelle au revenu de ce garant. Et la personne qui est libérée doit ensuite pointer au commissariat le plus proche. Souvent, ces papiers sont confisqués, mais on s'assure que les conditions de sa mise en liberté doivent être respectées. Vous savez peut-être également que concernant la durée de détention, la Grande-Bretagne n'a pas adopté une circulaire de 2008
qui prévoit une durée maximale de 18 mois. Donc il n'y a pas de durée maximale en Grande-Bretagne. En pratique, donc 65% reste un peu moins d'un mois, 17% entre 1 à 2 mois, 15% jusqu'à 6 mois, 6 mois à 1 an, 5%, 1 an et plus, moins de 20%. Alors je ne suis pas très bonne en mathématiques, mais enfin 6 mois à 1 an, 5% sur 25 000, ça fait quand même beaucoup de milliers de personnes. Ce que le ministère de l'Intérieur ne nous dit pas, c'est que parmi ces gens, il y a des gens qui sont incarcérés, puis sont relâchés, puis à nouveau arrêtés, puis à nouveau relâchés, et donc ils vont cumuler des périodes de détention. Et ça, le ministère nous dit qu'il ne tient pas de liste de ces périodes de détention. Ça, voilà. Ça, c'est un point d'interrogation, honnêtement. Je ne suis pas sûre. L'absence donc de durée maximale, on le sait, a des effets absolument catastrophiques sur des personnes qui sont extrêmement vulnérables, qui ont été victimes souvent de tortures physiques, psychologiques, qui ont des séquelles mentales. Il y a un rapport récent qui a été fait par cette association Bail for Immigration Detainees, qui s'était associée avec le journal The Guardian, qui a révélé, ils ont fait une enquête sur 3 mois, entre avril et juin 2018, il y avait en moyenne 2 tentatives de suicide par jour dans ces centres. Il y a de nombreux morts, il y a des automutilations. Et l'ancien médiateur en charge des prisons, qui s'appelle Stephen Shaw, pour lui, ce qui se passe dans les centres, il appelle ça un secret d'État. Alors c'est révélé régulièrement par la presse, c'est dénoncé par les associations, il y a beaucoup de violence et beaucoup de souffrance. Voilà, bon, autre aspect de la détention dont vous êtes peut-être au courant, c'est le fait que ce n'est pas géré par le ministère de l'Intérieur, mais par des sociétés privées. Donc ça, peut-être, on pourra y revenir tout à l'heure. Voilà, donc ça, c'était le premier pan de cette politique, la détention au cœur comme un outil de régulation du droit d'asile. Le deuxième aspect de cette politique, c'est ce qu'on a appelé l'environnement sociétal hostile, qui a été pensé par les travaillistes et puis mis en place par les conservateurs grâce à 2 lois, 2014 et 2016. En fait, il s'agit d'une part d'étendre les lieux de contrôle. Le contrôle, ce n'est pas simplement lorsque j'arrive à l'aéroport ou dans le port et l'agent de l'immigration. Le contrôle, il va être diffus sur tout le territoire et puis surtout, il va être exercé par d'autres acteurs autres que les agents de l'immigration, autres que des personnels qui appartiennent au ministère de l'Intérieur. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, au bureau de poste. Au bureau de poste, ça devient un guichet physique où les migrants viennent retirer leur permis de séjour biométrique. Lorsqu'ils ont demandé un visa de l'étranger, ils l'ont obtenu. Ils sont rentrés en Grande-Bretagne, ils ont passé le contrôle à l'aéroport, par exemple. Mais l'employé de poste va vérifier le statut de l'étranger. Il va vérifier son identité, l'adéquation du récépissé. Et puis, il n'a pas simplement une fonction administrative parce qu'on lui demande de signaler systématiquement au service de l'immigration toute irrégularité qu'il pourrait remarquer. Et donc, ça peut entraîner ensuite des recherches pour trouver cette personne. La banque, également. Depuis 2014, le secteur bancaire doit vérifier l'identité de potentiels clients qui veulent ouvrir un compte en consultant un fichier qui est du ministère de l'Intérieur qui recense les personnes en situation irrégulière. Donc il s'agit de les empêcher tout simplement d'ouvrir un compte en banque et de pouvoir s'établir. Et le texte de 2016 va un peu plus loin, puisque dans le cas où l'identité de cette personne qui veut ouvrir un compte en banque ou qui a déjà ouvert un compte en banque, et s'il s'avère que cette personne est sur ce fichier, la banque peut fermer le compte et geler les avoirs. Le logement, dans le cadre du droit à la location, et on sait qu'à Londres, par exemple, les étrangers sont majoritairement locataires à cause des prix très onéreux de l'immobilier.
Donc la loi impose, sous peine d'amende ou de prison, aux propriétaires de vérifier donc l'identité, la nationalité et le statut migratoire des étrangers. Ils doivent également, les propriétaires, vérifier si le permis de séjour venait à expirer, qu'il a bien été renouvelé. Donc on leur demande de jouer un rôle actif, préventif et répressif. Et les instructions du ministère de l'Intérieur sont très très claires dans le texte de 2014. Si l'on loge donc des personnes, ça permet à ces personnes de s'établir au Royaume-Uni et ça fait échouer le nécessaire processus de retour. C'est un coût pour les finances publiques, cela réduit le nombre de logements disponibles. Et en tant que propriétaire, vous avez la responsabilité de limiter l'accès des immigrants en situation irrégulière au secteur locatif privé. Donc, le problème, c'est que vous avez... Ce qui se passe, c'est que dans la pratique, il y a un certain nombre de propriétaires ou d'agents immobiliers qui refusent de louer à des étrangers parce qu'ils ne se sentent pas compétents pour examiner les documents qui leur sont présentés. Et donc vous avez très clairement une discrimination là, qui se met en place. Permis de conduire, on peut vous refuser de vous délivrer le permis de conduire ou le révoquer pour ceux qui sont en situation irrégulière. Accès aux aides sociales également, marché du travail, sanctions pour les employeurs et les employés, etc. Alors, le bilan de ces deux textes de loi 2014-2016, alors apparemment, de l'aveu même du gouvernement, ils n'ont pas encore essayé de mesurer les conséquences de ces textes, puisqu'ils n'ont pas mis en place d'outils statistiques pour en vérifier l'efficacité. Ce qui a émergé par contre, ce que l'on sait, grâce notamment au travail des associations, c'est que des personnes ont été contrôlées de façon erronée, se sont vues recevoir une lettre de leur banque leur disant que leur compte était fermé et qu'il y avait une procédure d'expulsion qui était en cours, donc des choses qui étaient très graves, parce qu'il y a eu déjà beaucoup d'erreurs. Donc en fait, cet environnement social hostile, c'est quelque chose qui vient couronner un processus qui a commencé au début des années 2000. Si vous regardez donc le nombre en orange, ce sont les départs volontaires. Hein, c'est quand même assez parlant. En bleu, les expulsions, alors ça a décru, mais encore une fois, pas pour des bonnes raisons, c'est pour des questions financières. Ça coûte cher de renvoyer quelqu'un. Donc ça vous montre bien que cet environnement social, il est né dans les années travaillistes et il continue avec les conservateurs. Je n'ai pas regardé. Si je suis... Donc je peux conclure. Alors, la Grande-Bretagne est-elle une destination attractive malgré tout ? Non, si on se fie aux chiffres concernant les demandes d'asile, qui sont, vous le voyez, assez parlants. Alors je crois que pour la France, j'ai trouvé d'autres chiffres pour la France, c'est un peu plus haut. Ça c'est pour la période juin 2018, juin 2019, mais peut-être qu'il y a des chiffres plus récents pour la France. Mais en tous les cas, ça vous donne une idée des proportions entre les différents pays européens. La Grande-Bretagne donc se situe en 6e place, derrière les pays d'Europe du Sud. Concernant les nationalités, il y a de grandes variations. Iraniens, Irakiens, donc c'est par ordre, hein, Iraniens, Irakiens, Pakistanais, les trois premières nationalités, Soudanais, et les Érythréens également. Et vous avez en bleu le taux de succès qui est quand même assez élevé pour les Érythréens. Et j'ai été surprise de trouver dans la liste les Vietnamiens. Alors je ne suis pas très au courant, mais voilà, c'est quelque chose sur lequel il faut que je lise un petit peu, parce que j'étais un peu surprise qu'ils fassent partie, mais je suis peut-être très ignorante en la matière. Est-ce qu'ils sont plus susceptibles d'obtenir l'asile ou une autre forme de protection en Grande-Bretagne ? Alors je suis désolée, je ne sais pas si c'est très clair,
mais ils sont dans la moyenne, c'est-à-dire qu'ils ont un taux, l'Union européenne c'est 38%, je crois, le taux d'acceptation, et c'est 37% pour la Grande-Bretagne, et je crois 35% pour la France à peu près. Donc ils sont à peu près dans la moyenne, mais évidemment en termes de chiffres absolus, la France ayant reçu beaucoup plus de demandes en accorde plus. Est-ce qu'ils sont mieux accueillis? Alors si on se fie au montant des prestations sociales, ils ont environ 42 € par semaine par personne, grâce à cette petite carte que je vous ai montrée tout à l'heure, et puis ils sont logés. Mais là également, il y a un gros scandale en cours par rapport à ça. Parenthèse, ces cartes sont fournies par Sodexo, qui est une entreprise française qui a remporté un appel d'offres auprès du ministère de l'Intérieur. Voilà. Est-ce qu'ils peuvent travailler plus facilement? Alors, je dirais qu'au début des années 2000 et jusqu'à ce que les conservateurs reviennent au pouvoir, d'une certaine façon, oui, il y avait ce visa, alors je parle des migrants en général, hein, pas que les demandeurs d'asile. Il y avait ce visa pour les travailleurs non qualifiés qui permettait d'absorber beaucoup de personnes, et puis il y avait moins de contrôle. Et il y a une économie très gourmande en main-d'œuvre peu qualifiée et avec des salaires très bas qui avait besoin de ces personnes-là. Les textes de 2014 et 2016 ont quand même beaucoup renforcé les contrôles et les sanctions, donc je ne sais pas ce qu'il va en être. Voilà, il va falloir observer ce qui va se passer. La connaissance de la langue anglaise, quand même, fait que cela reste un pays attractif. Pour ceux qui sont issus de ce qui était avant l'Empire colonial et qui ont quand même des rudiments d'anglais, c'est quand même, ça leur facilite la tâche. C'est le cas notamment pour les Pakistanais. Les Érythréens, par exemple, ont adopté l'anglais comme deuxième langue administrative, donc forcément c'est plus facile. Et puis le corollaire, c'est la présence de fortes communautés bien structurées qui est la garantie qu'ils vont avoir un réseau d'entraide lorsqu'ils arrivent. Voilà, alors que dire en dernier? Moi, je suis particulièrement choquée par cette stratégie de l'environnement hostile, et j'appelle ça une stratégie parce que c'est voulu, parce que c'est construit, parce qu'on va vers le toujours plus. Parce qu'en faisant participer la société civile à des missions de contrôle sur le territoire, en impliquant tout le monde, l'État britannique fait le pari d'engendrer une société dont les citoyens contrôlent, stigmatisent et pénalisent l'étranger, en oubliant qu'en 2015, 13,5% de sa population n'était pas née en Grande-Bretagne et 8,9% d'entre eux n'étaient pas naturalisés. Voilà, je vous remercie. Ça, c'est le centre de rétention qui est à Douvres, de l'autre côté. J'ai vu là, en regardant le public, des yeux s'écarquiller ou pas, des personnes qui comparaient avec ce qu'ils connaissaient en France, en se disant, tiens, finalement... c'est pire ailleurs, ou je ne sais pas s'il faut s'en réjouir ou pas. Donc on va passer aux questions, on va faire une petite salve de questions, donc c'est toujours la première qui est difficile à partir. Il y a Camille qui est avec un micro. Camille et Camille. Juste par rapport aux citoyens, du coup, qu'est-ce qui se passe en fait s'ils refusent de participer pour le contrôle des loyers, si les citoyens refusent de s'impliquer dans ça, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a aussi des solidarités comme ici? Est-ce qu'il y a une criminalisation des aidants s'ils ne veulent pas s'impliquer dans ce contrôle migratoire? Alors je sais qu'il y a tout un syndicat qui représente les propriétaires qui s'était beaucoup ému de ce qu'on leur demandait de procéder à ces contrôles, mais
que je sache, ils peuvent contacter. En fait, soit ils font un contrôle, soit ils refusent de louer. En fait, c'est ça. Concernant les aidants, et là, ça je ne sais pas bien. Les personnes qui aident, il doit y en avoir, certainement, mais je ne saurais pas vous répondre. Par contre, ça c'est des choses que je peux chercher, et j'avais mis au début du PowerPoint mon adresse mail, et vous pouvez m'écrire, et après je peux vous donner soit les liens vers des endroits où vous pouvez trouver l'info, ça facilement. Moi d'abord. Bonjour, je m'appelle Nan, je viens... Ah oui, d'accord. Au fait, moi j'avais deux questions. Une sur le marché du travail. Ça a été évoqué, ça a été dit déjà, mais enfin voilà, j'aimerais bien en savoir plus, un peu comment ça se passe. Est-ce qu'il y a... moi, j'ai aucune culture de ça. On dit que le droit du travail est beaucoup trop souple en Grande-Bretagne par rapport à la France, mais enfin, moi, j'en sais pas beaucoup plus et je reste sur des généralités. J'aimerais bien en savoir un petit peu plus, savoir s'il y a des contrôles, comment ça se passe, etc. Et la deuxième question, c'est sur vous avez évoqué rapidement la question de l'hébergement et je ne sais pas si le mot scandale a été prononcé, mais enfin, un problème qui arrive là actuellement. Pareil, j'aimerais bien en savoir plus si c'est possible. Et merci aussi vraiment beaucoup pour votre intervention. Alors, concernant effectivement, le marché du travail est très flexible. Vous avez peut-être entendu parler des contrats 0 heure. Ce sont ces contrats qui permettent à un employeur et un employé de s'engager, l'un à ne pas forcément donner d'une semaine sur l'autre du travail, et l'autre à refuser s'il n'est pas disponible. Au départ, c'était des contrats juste pour les étudiants, par exemple, pour leur permettre d'arrondir leur fin de mois, et puis ça s'est généralisé, donc c'est beaucoup de précariat. Et alors ça, c'est un type de contrat, et après il y a un autre type de contrat, c'est tout ce qu'on appelle la gig economy, c'est-à-dire l'économie des petits boulots, tous ceux avec vous savez, les applis que l'on télécharge, c'est Uber, c'est Deliveroo, qui absorbent beaucoup de personnes, et là aussi la flexibilité règne. Mais encore une fois, alors en fait c'est un paradoxe, parce que d'une part, les Britanniques veulent un marché du travail hyper flexible, et puis de l'autre côté, avec les textes de 2014 et de 2016, ils ont imposé beaucoup de pénalités aux personnes qui vont employer de façon irrégulière ces étrangers. Donc on attend de voir les effets de la loi de 2014 et de celle de 2016, mais ce qui est certain, c'est que dans les années passées, dans les années jusqu'à la crise de 2008 en fait, il y a beaucoup de secteurs, notamment l'agriculture, l'industrie agroalimentaire, les services, la restauration, l'hôtellerie, ça a absorbé beaucoup d'étrangers sans trop regarder. Voilà, les contrôles étaient vraiment très très light en ce qui concernait les papiers. Et je pense que ça participait alors de l'attractivité. Concernant le scandale par rapport au logement, lorsqu'on fait une demande de droit d'asile, donc on obtient une aide sociale et puis on est logé quelque part sur le territoire britannique. Et à nouveau, c'est une société privée qui a obtenu l'appel d'offres qui a remporté l'appel d'offres du ministère de l'Intérieur. C'est G4S, vous irez sur leur site, c'est une société de sécurité qui est spécialisée dans les services de sécurité. C'est une multinationale énorme qui opère sur plusieurs continents. Donc ils ont remporté cet appel d'offres auprès du ministère de l'Intérieur et ils proposent des maisons ils logent ces demandeurs d'asile. Et ces maisons étaient toutes avec des portes rouges. Et ça a permis d'identifier très facilement certains demandeurs d'asile qui ont été victimes
de violence, parce qu'on savait qu'ils étaient là. Voilà. Voilà. Donc dans des quartiers, on savait, ah ben là c'est une porte rouge. Ça c'était je crois que c'était Middlesbrough. Donc voilà, c'était ça le scandale. Nicolas, ouais. Et puis après il y a Patrice ici. Merci. Une question peut-être sur... Allô? Ouais, merci. Du coup, est-ce que tout système contraignant pour les personnes amène sûrement à de l'invisibilité, des personnes qui doivent se cacher, qui deviennent dépendantes, j'imagine, de personnes peut-être malveillantes? Et est-ce qu'il y a est-ce qu'il est observé ou visible des systèmes de traite, des réseaux de traite, d'exploitation qui seraient liés à ce système contraignant? Puisque si on n'a pas de compte en banque, pas de logement, on devient dépendant de personnes qu'on a. Enfin, est-ce que des choses, des réseaux structurés apparaissent? Alors, concernant des réseaux d'exploitation, il y a eu quelques scandales sur la communauté nigériane, notamment de personnes qui étaient donc que l'on faisait rentrer illégalement et qui ensuite étaient maintenues dans une forme d'esclavage en quelque sorte. L'invisibilisation, je dirais, oui, alors c'est l'ultime conséquence, mais elle est voulue. Le terme qu'ils utilisent souvent, ils disent ils sont dans une espèce de limbo state, un état qui n'existe pas, ces personnes, parce que pour certaines personnes, normalement, lorsqu'on demande l'asile, le ministère dit qu'ils doivent avoir une réponse dans les 6 mois. On sait qu'il y a environ 49% d'entre elles, c'est entre 6 mois et 1 an, voire un peu plus. Et il y a quelques cas où ça a pris plusieurs années. Et ça, c'est maintenant. Mais au cours des années 2000, quand il y a eu le pic de demandes, il y avait des dossiers qui étaient traités. Ça a pris plusieurs années pour certaines personnes. Avec ces périodes d'arrestation des personnes qui rentraient, sortaient, complètement dépendantes. Alors, et là, les communautés, quand même, ont essayé d'aider. Les associations également, mais une des politiques de Blair avait été de disperser les demandeurs d'asile sur le territoire pour qu'ils ne soient pas concentrés à Londres et dans le sud-ouest, parce que c'est là où les communautés sont, et il y en avait beaucoup qui bravaient l'interdit. Ils étaient envoyés par exemple à Manchester et ils revenaient pour pouvoir bénéficier d'un logement, enfin d'une aide de cette communauté. Mais ce phénomène d'invisibilisation, notamment pour les femmes, il est assez tragique. Ouais. Vous parlez d'une... oui, Patrice de Rouen. Vous parlez d'une taxe de 2300 €. C'est pas rien. 1700 €, c'est pas rien. Une famille de 4 personnes, ça fait à peu près 8000 €. Est-ce que ça veut dire que les migrants qui arrivent ou qui renouvellent leur titre de séjour ont un pouvoir d'achat réel? Est-ce que vous pouvez nous définir un peu la topologie du migrant? Alors, très clairement, l'idée, c'est d'attirer des personnes qui vont avoir les moyens. Et effectivement, c'est pas rien, c'est beaucoup. Et c'est pour ça que vous avez tous ces départs, parce que vous avez des gens qui, tout d'un coup, se trouvent face à un dilemme. Soit je paie mon loyer et je mange, soit je renouvelle mon titre de séjour en faisant sûrement même des dettes. Donc certains repartent parce qu'ils peuvent pas y faire face. Dans le cadre, alors hormis demandeurs d'asile, le motif principal des arrivées, c'est le regroupement familial et ensuite le séjour pour études. Vous avez quand même beaucoup d'étudiants qui viennent encore en Grande-Bretagne, bien que là également il y ait des contrôles qui soient exercés par les universités. Mais les conditions de ressources récemment, lorsqu'on demande un visa en tant que travailleur, les conditions de ressources, c'est-à-dire que les seuils de salaire annuels ont été relevés. Alors, j'avais les chiffres.
en 2010, alors en 2011, il fallait avoir un salaire annuel de 20 800 livres. Donc je crois que ça fait quoi, 21 000 € à peu près, 22 000. C'est passé en 2017 à 30 000 livres. Ça, c'est le salaire annuel qu'il faut pouvoir prouver lorsque vous avez une offre d'un employeur, si vous voulez rentrer avec un visa travailleur. Et la catégorie visa pour travailleurs non qualifiés, celle-là, elle a disparu. L'organisme qui est l'équivalent du MEDEF, hein, ceux qui représentent les employeurs, ont beaucoup protesté à l'époque parce qu'ils disaient mais notre économie a besoin de cette main-d'œuvre. On a besoin de gens peu qualifiés pour un tas de secteurs. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. Bonjour, moi je suis Pauline, étudiante en psychologie à Caen. Alors je ne vois pas, je suis désolée. Là, ah oui, pardon, excusez-moi. Et donc dans un cours, on aborde les notions d'identité, mémoire collective, tout ce qui a trait aux conflits intergroupes, tout ce qui joue dans ces conflits. Et donc on a abordé la notion du multiculturalisme. Et donc on a vu que l'Angleterre se définissait comme un pays multiculturaliste. Donc peut-être pour résumer grossièrement, si je ne me trompe pas, ce serait un peu l'accueil des différences, des différentes cultures, des différentes pratiques de religion, etc. Et donc on a vu avec votre présentation que c'est pas aussi simple que ça. Donc du coup je voulais comprendre un peu pourquoi elles se définissaient comme ça, ou pourquoi on les voyait de cette façon. Alors, la Grande-Bretagne se dit toujours multiculturaliste et reconnaît le communautarisme, ce qui en France souvent n'est pas le cas, ce qui fait qu'on accepte tout à fait qu'il y ait des communautés fortement structurées par des associations, qu'elles soient culturelles ou religieuses. Ce qui a mis à mal ce modèle-là, ce sont les différents événements liés au terrorisme. Donc 2005, les attentats dans le métro de Londres, ça a été dénoncé. Alors, il y a eu deux choses. Il y a eu d'une part, le gouvernement de Blair s'est tourné vers les représentants de ces diverses associations en leur disant on a besoin que vous nous aidiez à faire comprendre ce qu'est le vivre ensemble au Royaume-Uni. Et d'autre part, ils ont renforcé tous les critères lorsqu'on accède à la nationalité en demandant un niveau de langue plus élevé, alors que ce n'était pas le cas auparavant, en demandant de prêter serment et allégeance à la royauté. Donc il y a ces deux choses. Je ne sais pas si je réponds vraiment à votre question, si c'était... Non. C'était un peu global. Est-ce que vous voulez savoir si le modèle communautariste est toujours vivant en Grande-Bretagne? Est-ce que c'est ça votre... Oui, il l'est toujours, même si les hommes politiques ont essayé de dire qu'à côté, il y avait un socle de valeurs auquel les étrangers devaient se conformer. Mais il n'empêche, et il y a eu aussi par exemple des contrôles plus stricts sur certaines écoles religieuses, mais il est toujours là, mais peut-être il a été mis un petit peu en second plan en insistant plus sur l'adhésion à des valeurs communes pour se vivre ensemble. Mon collègue de Toulouse, Vincent Latour, est un des spécialistes du multiculturalisme en Grande-Bretagne, et lui, il a fait beaucoup de comparaisons avec le système français, et vous trouverez ses articles en ligne. Vincent Latour, Université Toulouse 2. Et je pense que vous trouverez peut-être plus de réponses
Bonjour, donc Céline, j'habite à Blainville-sur-Orne à côté de Ouistreham et on est en contact régulier avec donc, des jeunes Soudanais en situation régulière à Ouistreham. Notamment on les héberge de façon un peu d'urgence l'hiver ou quand ils en ont besoin. Et moi je m'interrogeais, alors c'est plus un petit peu pratico-pratique, ces jeunes donc, Soudanais, nous on est plus en contact avec des jeunes adultes, donc qui ne sont pas mineurs. Certains d'entre eux ont eu alors, la chance, je ne sais pas, certainement de passer en Angleterre de façon illégale, ils ont réussi à traverser la Manche. On a notamment des nouvelles de certains éteints et qui nous, alors, après son passage, 3 mois après, donc c'est assez court, il nous envoie une photo, il est très bien mis dans une université, il apprend l'anglais, voilà. On n'en saura pas plus, parce que après c'est compliqué d'échanger, ils ne disent pas non plus tout, le comment du pourquoi. Donc moi je me posais la question, est-ce que vous avez une idée, par exemple, pour ce jeune adulte qui a traversé de façon illégale, qu'est-ce qui a bien pu se passer, donc par qui il a pu être accueilli en Angleterre, des associations ou autres, et comment, et là semble-t-il, au bout de 3 mois, il sera en situation, j'ai l'impression, pas régulière, où il est dans une université, il apprend l'anglais, qu'est-ce qui a bien pu se passer pour lui. Et j'avais une deuxième question, les jeunes qui sont à Ouistreham, ils ont pour la plupart des téléphones avec des forfaits anglais, donc un mobile, je ne sais pas si je prononce bien, mais quand on essaie de les appeler, on tombe sur des messageries anglaises. Alors comment ils se les procurent? Est-ce que c'est des associations qui viennent à Ouistreham? Voilà, donc des questions un petit peu pratico-pratiques pour ce qu'on vit vraiment en local. Merci. Concernant les téléphones, oui, je crois, j'en avais entendu parler pour Calais. Il me semble que c'était Safe Passage qui le faisait, qui fournissait des téléphones avec des cartes prépayées. Qu'est-ce qui a pu se passer pour ceux qui traversent? Alors eux, ils font partie des Lucky Ones. Le personnel du ministère de l'Intérieur qui examine les demandes est assez docile par rapport aux instructions qui leur sont fournies. Je suppose que c'est la même chose dans le cas français. C'est-à-dire qu'il se base sur... Il y a 2 documents, mais il y en a un qui est régulièrement mis à jour, qui donne des informations par pays, la situation par pays. Et donc si au moment où la demande est examinée, le paragraphe sur le pays dont provient la personne dit que la situation est absolument terrible, ils ont de très grandes chances de voir leur demande aboutir, et c'est très rapide. Mais pour d'autres nationalités, c'est pas le cas. Donc je suppose que vu les événements, ce qui se passe au Soudan, ils font partie de... C'est la bonne vague en ce moment. Mais dès qu'il y a une accalmie, ces rapports sont modifiés, sont mis à jour constamment. Et en fait, ce qui est quand même assez choquant, c'est que la façon dont ces personnels sont formés, on les forme, on appelle ça la culture du doute. Il ne faut pas le présupposer, c'est que le récit qu'il va entendre n'est pas vrai. Vous voyez? Donc, on appelle ça the culture of disbelief. Donc, on doute de ce que l'on entend. Donc, eux, peut-être, c'est le bon moment, parce qu'il y a un rapport interne qui dit que pour cette nationalité-là, comme il y a des événements, et ça se passe bien. C'est pas le cas pour tout le monde. Ça répond à votre question, plus ou moins. Je saurais pas vous dire de façon très très concrète où est-ce qu'ils vont s'adresser pour demander l'asile. Ils sont pris certainement en charge par des associations et par la communauté en général soudanaise ou nigériane, selon leur nationalité, parce que celles-là, elles sont fortement structurées justement à cause de ce communautarisme qui existe là-bas. Il y a quand même quelque chose de terrible, c'est que les Anglais ont dépensé des millions de livres sterling pour mettre des barbelés, lames de rasoir qu'on trouve en Irak, en Afghanistan, là où les États-Unis font leur connerie de guerre. Ils font des murs de 4 mètres avec des caméras, etc. Et ça coûte une fortune tout ça. Oui. Et est-ce qu'on en parle
en Angleterre, hein, Oui. parce que c'est quand même terrible. Même un lapin, il ne saurait pas passer entre... Ouais, non, mais si... C'est terrible. Et bon, en France, on n'en parle pas du tout, bien sûr, mais c'est quand même... disons que la ville de Calais, c'est devenu un centre de rétention qu'on ressent, il y en a partout. Et on connaît bien ça, c'était de enlever les lames de rasoir. Hein. C'est-à-dire qu'il est impossible avec des murs, etc. Et autre chose, je voudrais savoir si l'administration française fait un copier-coller de ce qui se passe en Angleterre. Alors, concernant... est-ce qu'ils en parlent? Oui, vous avez régulièrement des questions à la Chambre, soit la Chambre des communes, soit la Chambre des Lords, où le gouvernement est interpellé sur les sommes qui sont dépensées, comment elles sont dépensées, et notamment ceux qui sont le plus contraires ne comprennent pas que l'on envoie tous ces gardes frontières sur le sol français. Donc ça, oui, il y a beaucoup de questions sur ça. Concernant les barrières, une anecdote peut-être, les barrières dont vous parlez, là, celles qui sont très hautes, il y en a certaines qui sont très mobiles et qui sont déployées, je crois, à l'entrée du tunnel. C'était celles qui, au départ, avaient été créées pour les Jeux Olympiques de 2012 et qui ensuite, parce qu'elles sont très à l'époque, c'était pour la menace terroriste, et donc c'est des barrières très facilement démontables et montables, remontables en cas de crise. Et c'est toujours une de ces sociétés privées qui avait le marché et qui les utilisait. Les relations entre les gouvernements, vous savez qu'il y a plusieurs accords franco-britanniques, le dernier étant de 2018. Je pense que même après le Brexit, il y aura toujours, de toute façon, c'est une réalité géographique, Calais. Donc il continuera à y avoir des relations entre les Français et les Britanniques pour essayer d'une manière ou d'une autre de traiter ce problème de la frontière là-bas. La question que vous posez, elle est très intéressante sur est-ce qu'ils se concertent entre eux. Je sais qu'il y a des réunions dans le Kent, donc c'est immédiatement de l'autre côté, entre les forces de police britanniques et françaises. Mais on n'a pas, alors évidemment c'est la police, donc on n'a pas de rapport sur ça, mais je sais qu'ils se concertent, ça on le sait. Mais il serait intéressant de voir au niveau local, alors c'est les Français qui vont là-bas, est-ce qu'il y a aussi des concertations plus locales avec la préfecture, ça je ne sais pas. Ça je sais pas. Voilà. Thierry Choubrac, médecin du Monde, je vous remercie pour votre conférence. Et j'ai cru comprendre au cours de l'aspect chronologique de votre conférence que, je le savais un peu, que des lois hostiles, autant au niveau de l'environnement hostile que du millefeuille normatif, ça s'est fait au fur et à mesure, et qu'après le retour des travaillistes en 1997, il y a eu beaucoup de lois qui ont été votées par les travaillistes. Hein. Et je voulais savoir si vous pouviez nous éclairer sur les différences essentielles, si tant est qu'on peut les connaître, entre les travaillistes et les conservateurs concernant la question de l'immigration. Ça, c'est ma première question, elle est très générique. La deuxième question est spéculative. Et est-ce que c'est possible aussi d'être éclairé, alors que je pense que c'est compliqué, pour le 31 octobre, est-ce que ça changera quelque chose au niveau de l'immigration, ce Brexit dont on ne sait pas encore comment il va se passer? Le fameux Brexit, ça devait venir la question. C'était spéculatif. Alors, je vais essayer peut-être de répondre à la première question. Des différences sur l'immigration. Lorsque les travaillistes sont arrivés au pouvoir, ils avaient une attitude au tout début, hein, donc 97, 98, 99, très bienveillante. Ils ont aboli certaines règles, par exemple, qui étaient très contraignantes pour le regroupement familial. Ils ont reconnu que dans le cadre du regroupement familial, ça puisse être des couples de même sexe, ce qui n'était pas le cas avant sous les conservateurs.
Et je dirais qu'ils étaient moins obsédés par les chiffres que ne le sont les conservateurs. Alors là, les conservateurs, ben là, ils chassent sur les terres de Farage, qui est cette droite populiste, et Johnson, il est du même acabit. Et puis, chez les travaillistes, il y avait cette idée quand même que, même si c'était une vue très utilitariste quand même, mais un étranger, un migrant, à partir du moment où il travaillait, il avait quand même quelque chose à faire en Grande-Bretagne. Il pouvait servir cette économie de marché qui devait être très, très dynamique. Et ce qui a changé tout, c'est la crise de 2008. Ça a été quand même... Il y a un moment où ça bascule, et on a beaucoup reproché à Gordon Brown, qui avait succédé à Tony Blair, de ne pas avoir vu ça, venir. Donc, et d'un autre côté, donc les conservateurs, voilà, donc c'est l'obsession des chiffres, c'est cette idée qu'ils sont tous fraudeurs. Cette notion de fraude aussi, on voit ça mais pas que dans les journaux, les tabloïds, même le Times, qui est quand même, qui est un journal de droite, mais qui est quand même un journal dit sérieux. Et donc certaines thématiques, comme ça, elles ont progressé dans la tête des gens, et ça explique entre autres le vote du Brexit de 2016. Concernant ce qui va se passer après le 31-10, on attend toujours de la part du ministère de l'Intérieur un texte qui dirait quelles seraient leurs grandes lignes pour introduire des contrôles, parce que les citoyens de l'Union européenne vont être soumis à un contrôle. Ce qui se pensait, c'est qu'il y aurait, grâce au passeport biométrique, dans les aéroports, si vous avez un passeport européen, la porte elle s'ouvre parce que ça reconnaît votre passeport et vous rentrez facilement. Si vous êtes un touriste, si vous venez pour travailler, je suppose qu'ils mettront en place également cette idée de grille de salaire. Il faut avoir un certain salaire ou une offre de travail avec une promesse de salaire annuel d'un certain niveau pour pouvoir être accepté. Je suppose qu'ils vont calquer certaines des dispositions qui existent déjà pour les étrangers hors Union européenne. C'est ce qui se profile. Mais on attend toujours un document plus précis, en fait. Oui, bonjour. Je suis juste en face de vous. Pardon. Je vous en prie. Non, mais moi, je suis tout seul, donc c'est pour ça. Tant mieux si on est nombreux. Je suis Lise Costet de l'Institut du Calvados. Vous avez rapidement évoqué la durée moyenne de la procédure d'instruction de la demande d'asile, donc qui serait aujourd'hui entre 6 et 12 mois. Est-ce que pendant le temps de cette procédure, les demandeurs et les demandeuses d'asile ont accès au marché de l'emploi, ou existe-t-il éventuellement une procédure qui pourrait leur permettre? Non, ils ne peuvent pas. Non. Il leur est interdit de travailler. Y compris si la durée, si la procédure prend du temps en termes d'instruction, il n'y a pas du tout de passage. Non. C'est ça, c'est terrible. C'était quelque chose, je crois, qui avait été demandé par les libéraux démocrates. Ils souhaitaient qu'ils aient une certaine forme d'accès au marché du travail en attente de leur demande, parce qu'il y avait à ce moment-là, donc c'était en 2010, les délais étaient très longs. La réponse du ministère, ça a été, on va réduire les délais, on va traiter un peu plus vite. Donc voilà, on fait du chiffre. Mais non, ils ne peuvent pas y accéder. Oui, moi, Francis du Havre, juste une question par rapport au charter Frontex. Est-ce que vous avez, dans le cas des expulsions, vous avez une idée du rôle de Frontex dans les expulsions, ou est-ce que c'est British Airways? Est-ce qu'il y a eu des mouvements aussi d'associations pour lutter contre ce type d'expulsion ou pas? Oui, les associations sont très présentes au moment des expulsions, même si c'est compliqué.
Parce que je disais tout à l'heure que les centres de rétention administrative sont... enfin, la gestion est sous-traitée donc à des sociétés privées, mais dans les centres, il est facile pour l'inspection générale des prisons de contrôler, de faire des rapports, des recommandations, des obligations. Voilà. Mais dans ce qui est transport des détenus, et je crois qu'on ne peut pas les appeler autrement, vers l'aéroport, dans le camion qui les amène vers l'aéroport, c'est également fait, c'est opéré également par des sociétés privées, et là, il y a peu de contrôle. Donc les associations essaient d'être présentes à la sortie des centres, au moment à l'aéroport, mais c'est généralement, alors soit c'est les avions de ligne, c'était British Airways, des charters privés qui avaient été affrétés, mais il y a beaucoup de réticence de la part des pilotes à opérer ces vols-là. Donc par rapport à Frontex, ça je ne sais pas exactement. Mais il y a un contrôle, mais les associations essaient de s'immiscer parce que justement l'inspection générale des lieux de privation de liberté ne peut pas être là, elle ne peut pas monter dans le camion. Et là, il y a aussi des pratiques qui ne sont pas acceptables, et on le sait parce que c'est dénoncé par les associations et puis par ce que racontent les personnes qui sont renvoyées. Il y a des personnes qui sont mortes, notamment... alors il y a des techniques... Il y a eu quelques contrôles, et il y a les techniques de... comment on appelle ça? En anglais, c'est restraint. Les techniques pour maîtriser les personnes, ça a été très codifié, donc il y a eu des améliorations. Il y a eu toute une réglementation qui est parue je crois que c'était 2005-2006, à la suite de morts parce que c'était des personnes que l'on avait attachées et qui étaient mortes étouffées finalement au fond d'un avion. Et donc à la suite de ça, le ministère a reconnu qu'il fallait que les personnels de ces sociétés soient mieux formés, et donc il y a eu toute une formation professionnelle qu'ils doivent suivre, et ils doivent avoir une espèce de certificat. Voilà. Mais le problème dans ces sociétés, c'est que le personnel tourne beaucoup parce que c'est dur, ils sont mal payés, et les sociétés qui remportent les appels d'offres, ce sont celles qui fournissent les prix les plus bas. Et si elles peuvent fournir le prix le plus bas, c'est parce qu'elles payent mal leur personnel et parce qu'elles n'ont pas du personnel forcément qualifié. Voilà. Donc ça reste quand même très problématique. Dominique Fauvel, ASTI 14. J'ai une petite précision à vous demander sur les centres de rétention, puisque vous avez parlé à plusieurs reprises donc, de détention pour ces personnes-là. Donc, je sais qu'en France, la distinction juridique est parfois ténue entre détention et rétention, mais malgré tout, c'est des régimes quand même différents. Est-ce qu'en Grande-Bretagne, c'est la même chose, ou est-ce que c'est réellement des personnes qui sont détenues, donc des prisonniers de droit commun? Elles sont détenues. Alors, ça a été rebaptisé, puisqu'au départ, c'était Detention Center, et maintenant, c'est Removal Center, donc un centre avant l'expulsion. Malgré tout, alors, il y en a de plusieurs catégories. Celles pour les femmes sont peut-être un peu moins hautement sécurisées, mais elles doivent répondre à des critères de sécurité qui sont semblables à ceux des prisons. Et donc, c'est des endroits, oui, c'est comme une prison, c'est un centre moi j'appelle ça un centre de détention, mais on ne peut pas en sortir, aller et venir librement. Et les visiteurs aussi doivent obtenir une permission. Alors il y a des hommes politiques qui peuvent, les députés peuvent y aller, et ensuite il y a ce qu'on appelle Immigration Boards, qui sont des groupements de citoyens qui pendant 3-4 ans, ils ont un mandat, ont cette possibilité de visiter ces centres et de faire des rapports sur les conditions
qu'ils peuvent ensuite remettre au ministère de l'Intérieur en faisant part de leurs remarques, mais le ministère de l'Intérieur n'est pas du tout obligé d'en tenir compte. La seule chose dont le ministère va tenir compte, c'est celui de l'inspecteur des prisons. Et jusqu'en 2010, vous aviez également des enfants, des familles avec des enfants. Ça, c'est une chose que les libéraux-démocrates avaient réussi à arracher aux conservateurs lorsqu'ils ont gouverné ensemble entre 2010 et 2015. C'est l'arrêt de la détention des enfants. Désormais, il y a un centre spécialisé qui est près de Gatwick, qui au départ a été géré par ce qu'on appelle charity, donc une société de protection de l'enfance, Barnardo. Et puis récemment, par contre, c'est repassé à G4S, cette société de sécurité. Donc on peut se demander est-ce que les conditions ne vont pas se dégrader. Ça, à voir. Moi, je veux bien poser une question, Camille Decamp. Je trouve ça. Merci beaucoup pour votre intervention. Je trouve ça vraiment intéressant, cette histoire de comparaison. Il y a des choses qui m'ont un peu perturbée. C'est sur la politique, l'histoire de la politique et les parallèles. Je ne savais pas l'histoire de 74 où en France aussi il y a un arrêt officiel de l'immigration. Et puis aussi 2002, où en 2002 il y a aussi une baisse drastique des demandes d'asile. Du coup, est-ce que vous avez un peu des éléments d'explication de ces parallèles entre la France et la Grande-Bretagne? Et la deuxième chose, c'est sur la construction des chiffres de qui fait partie de la population immigrée. Est-ce que les Européens sont comptés dans cette population immigrée? Vous dites que la communauté, la nationalité la plus importante, c'est les Polonais. Donc en fait, ce sont les Européens, les migrants les plus importants en Grande-Bretagne. Et vous avez aussi dit qu'ils pouvaient être expulsés. Alors ça, c'est-à-dire que les Européens peuvent être expulsés de l'Union européenne. Ceux qui ont commis des délits. Oui, c'est cela. Parce que le principe, c'est que si dans les prisons, lorsqu'il y a une personne de nationalité étrangère, depuis quelques années, systématiquement, ces personnes sont expulsées. Le gouvernement a essayé de conclure des accords avec les pays d'origine, notamment le Nigeria, par exemple, parce qu'il ne veut pas garder sur son sol, même si ces personnes-là ont pu arriver en Grande-Bretagne à un âge très jeune, ont fait toute leur vie en Grande-Bretagne et n'ont jamais vu le Nigeria, ce qui est dramatique. La construction des chiffres, c'était par rapport à quoi? Est-ce que les membres de l'Union européenne sont comptabilisés en France dans les statistiques du ministère de l'Intérieur? La population immigrée, maintenant, elle compte plus les Européens, ce qui change beaucoup dans la construction des chiffres. Non, je pense qu'ils sont comptabilisés. Ouais. Parce que c'est les personnes qui ne sont pas nées en Grande-Bretagne. Ouais. Donc ils sont inclus. Ouais. Et le parallèle entre la France et la Grande-Bretagne, la différence par rapport à 74, c'est que en Grande-Bretagne, le processus de contrôle, il a commencé un peu plus tôt, donc c'était 62, 68, et puis 71, c'est disons la dernière étape pour eux. 2002, alors là c'est peut-être une coïncidence avec le pic d'asile qui fait que le gouvernement panique complètement à ce moment-là et se met à légiférer et il faut qu'il traite toutes ces demandes. Mais il y a certainement une concomitance pour les années 70, puisqu'il y a d'autres pays de l'Union européenne qui vont fermer leurs frontières. Et la conséquence, on la connaît. La conséquence, c'est que ça ne fait qu'aggraver les cas de situations irrégulières, en fait. Vous avez sûrement entendu parler de chercheurs comme Catherine Vitol de Vinden qui militent pour l'ouverture des frontières. Et je pense qu'elle a tout à fait raison. C'est pas en fermant que... Ouais. On est tous d'accord. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui, Jean Decamp, merci pour
cet exposé parce que, enfin, personnellement, j'ai appris énormément de choses. C'est très, très intéressant. Cette créativité extraordinaire des législateurs et des modes de contrôle, des outils, etc. Ça, c'est inouï. Depuis 30 ans, en France aussi. Ouais. On invente toujours des moyens nouveaux avec un fondement de droit qui est censé toujours exister, comme la Convention de Genève, etc. Donc, des outils, des inventions au niveau législatif et réglementaire, et incessantes. Donc, on est sur des expérimentations qui vont toujours plus loin. Et donc, on dessine quelque chose de nouveau dans cette société, et l'illusion qu'on peut avoir, c'est que cela ne touchera que les étrangers. Mais en réalité, ces outils qui existent s'inscrivent dans les structures, dans les institutions, nos institutions, et peuvent s'étendre, ou s'étendent déjà, à plein de catégories de citoyens. Donc, on est devant une société nouvelle de contrôle incessant, continu. Voilà ce que m'inspire beaucoup votre exposé, dont je vous remercie. Oui, merci. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, et il faut être vigilant, en fait. Il faut être très, très vigilant. Vous avez certainement entendu parler de la convention de la droite avec Maréchal Le Pen, et elle a dit des choses, et si ce genre d'idées commence petit à petit à s'infiltrer et à gagner du terrain, c'est très, très grave. C'est très, très grave. Avant une petite intervention logistique, y a-t-il une ultime question? Donc on clôture. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation, cette discussion.